Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes un petit peu dans l'improvisation parce que nous avons deux petits soucis, mais ça va s'arranger. Le premier, c'est que quelques-uns des participants de cette table ronde n'ont pas pu venir parce que les trains étaient en panne ce matin à Paris. Il s'agit de M. Maxime Lefebvre, qui est un diplomate, qui est du ministère des Affaires étrangères, avec M. Boisdin, le directeur des archives, qui est la direction des archives est l'organisatrice de cette table ronde, et M. Boisdin devait dire quelques mots en introduction. Et puis, nous attendons Mme Carrère d'Ancos, qui nous dit qu'elle arrive, parce qu'elle arrive en voiture. Mais comme les temps sont très serrés, que vous êtes déjà là depuis quelque temps, pour certains d'entre vous, je crois que le mieux, c'est que nous commencions, et ça permettra à Mme Carrère d'Ancos de venir. Alors, je vais présenter, je suis Yves Saint-Jour, je suis donc diplomate, je suis actuellement ambassadeur de France à Madrid, en Espagne, et j'ai aussi une histoire comment dire, d'universitaire qui a consacré une partie de son temps et de sa carrière à l'histoire de l'Amérique latine, qui, comme vous le savez, est une partie d'un empire, a été une partie d'un empire. Alors, je veux vous présenter nos participants. Donc, Robert Frank, à ma droite, professeur émérite de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Chantal Metzger, professeur à l'Université de Nancy 2, et Hugues Tertrais, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Voici, et Madame Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, va venir. Et bien entendu, nous avons à cette table des spécialistes. Vous allez très vite découvrir qui de l'Allemagne, qui de la Russie, qui de la Chine, qui de l'Amérique latine, et bien sûr Robert Frank, à qui je vais passer la parole en premier, et qui va, s'il le veut bien, tracer de façon cavalière la longue histoire des empires en Europe. Merci Robert. Merci Yves. Oui, ce sera une façon très très cavalière, et en plus, et peut-être tant mieux, je ne suis pas spécialiste ni de l'Empire romain, ni de l'Empire carolingien, ni du Saint-Empire romain et germanique. Je suis néanmoins historien, voilà, et je crois que cette table ronde, donc, sur la question essentielle, l'idée impériale est-elle morte en Europe? C'est vrai que les empires durent ce qu'ils durent, mais souvent ils laissent l'idée impériale qui s'en dégage après. Il y a le beau livre de Jean-Baptiste Durosel, avec un titre très éloquent, « Tout empire périra ». Et finalement, il a raison. Tous les empires sont morts. Mais sont-ils morts dans les rêves? Sont-ils morts dans les idées? Ça, c'est pas évident. Et puis les empires, même s'ils ont fini par mourir, ont duré longtemps. L'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique, ils ont finalement été périssables, mais ils ont duré longtemps. Alors, cette fresque, commençons là, bien sûr, avec l'Empire romain. L'Empire romain, au sens, ça nous permet de réfléchir sur les mots. Qu'est-ce qu'un empire? Sans entrer dans le détail de cette définition, c'est vrai que l'Empire romain a d'abord été un empire territorial, sans empereur. C'est la République romaine qui, au fond, fonde un empire territorial. Et c'est ensuite seulement, à partir d'Auguste, effectivement, que l'empire a les deux sens, à la fois l'empire territorial, commencé par la République, et un régime impérial. Un princeps, qui s'adjuge aussi le titre d'imperator, qui change évidemment de sens, qui n'est pas seulement le général en chef, mais qui du coup donne un peu cette connotation que nous lui donnons aujourd'hui d'empereur. Il dure longtemps. L'Empire d'Orient même dure très très longtemps, puisque l'Empire d'Orient ne tombe qu'en 1453, l'Empire d'Occident à Rome en 476, mais peu importe, il dure longtemps. Et
il permet de nous poser la question, au fond, certes, cet empire est mort, certes, il était périssable, mais est-ce que cet empire, comment a-t-il tenu si longtemps? Et ça nous pose la question des empires qui viennent après, comment un empire fait-il pour tenir longtemps? Est-ce qu'il y a un lien impérial? Parce que l'empire, il faut quand même le dire, c'est pas forcément du consensus. Un empire, même s'il crée du vivre ensemble, s'il y arrive, il y arrive parfois, il n'est pas fondé sur le vouloir vivre ensemble. Hein, c'est pas du Ernest Renan, voilà. Donc la contrainte, l'impérium, ça joue. Et bien sûr, l'Empire romain a joué des armes, de l'armée, de la conquête et l'impérium. Mais pas seulement. S'il n'y avait eu que l'armée romaine, sans doute l'Empire n'aurait pas duré si longtemps. Donc quels sont les liens impériaux qui font qu'il y a finalement une adhésion à l'Empire? Alors pourquoi pas l'armée romaine, par laquelle, un peu comme plus tard les armées coloniales, par laquelle il peut y avoir un système d'intégration sociale des différentes populations de l'Empire. On a parlé aussi de la citoyenneté romaine. Alors les historiens de l'Antique nous disent de faire attention, de ne pas non plus surinterpréter cette notion de citoyenneté romaine, mais quand même, c'est une citoyenneté romaine, et ça c'est très moderne, qui se superpose à d'autres identités. Voilà. C'est aussi, certains le disent, une sorte de collaboration de classe, excusez-moi le terme, entre les élites de Rome et les élites locales, permettant aux élites locales de passer par le cursus honorum. Bon, là aussi, il y a peut-être quelques mythes aussi, mais il y a des réalités. Le cursus honorum a véritablement existé. Donc, au fil du temps, les empereurs n'étaient pas forcément de Rome, tout en étant citoyens romains. Bref, toute une série de liens, et c'est précisément peut-être, et je n'aurai pas le temps bien sûr de développer, ces liens impériaux qui ont pu se déliter et diminuer au fil des siècles. Bon, vous savez, toute la littérature depuis Gibbon sur les causes de la décadence, ou, entre guillemets, ou du déclin ou de la chute de l'Empire de Rome, du moins celui d'Occident, en 476. Mais ce qui est important et intéressant, c'est qu'une fois Rome tombée et après donc l'abdication du dernier empereur romain, Augustule, l'idée d'empire, le rêve impérial subsiste. Et là, on est dans notre sujet. Un empire peut mourir, pas forcément l'idée impériale. Et cette idée impériale, elle, bien sûr, avec le nom de César jusqu'au tsar, c'est une idée impériale qui va traverser les siècles. Mais je ne traverse pas tout de suite les siècles, seulement quelques-uns. Il est évident que Charlemagne, l'empire carolingien, se veut, bien entendu, le continuateur, pendant qu'il y a un autre continuateur naturel à Constantinople. Mais quand vous y réfléchissez, justement, l'Empire romain s'est divisé en deux en 395 après Jésus-Christ, donc l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient, ce dernier durant plus tard. Après la chute de l'Empire occidental, donc à partir de 800, donc pas mal de temps après, c'est l'Empire carolingien qui se fonde. Beaucoup de différences. Première différence, l'Empire romain était une sorte d'empire-monde. Je veux dire, à la limite, est-ce que les Romains n'ont pas inventé la mondialisation du monde connu, du monde... Bien sûr, on met à part les autres mondes qui existaient, mais qui n'étaient pas connus, comme le monde chinois, etc. Voilà, et peut-être qu'il y avait plusieurs empires-mondes. Hein. L'empire du milieu à l'autre bout de la Terre et un empire-monde autour de la Méditerranée. Charlemagne ne peut pas prétendre à ça. Il n'y a pas d'empire-monde. D'abord parce que l'empire byzantin ne le reconnaît pas tout de suite. Bon, ça prend du temps. Et évidemment, la Méditerranée est coupée en deux. Il y a un autre empire au sud de la Méditerranée et même tout proche de Charlemagne, l'Espagne. Bon, même si Charlemagne essaye de passer les Pyrénées et établit une marche de l'autre côté des Pyrénées, etc., ce n'est pas un empire, monde. Donc un empire qui peut, à la rigueur, aspirer à une monarchie universelle, mais qui ne le peut pas, du fait au moins des trois empires ou des deux autres empires qui existent. Et le lien impérial qui a fonctionné du temps des Romains, du moins un certain temps, est-ce qu'il peut fonctionner aussi bien sous Charlemagne? Ça se délie très très vite, et là j'ai pas le temps de développer, mais dans quelle mesure, n'est-ce pas, après Charlemagne, même si,
que s'installe la féodalité tout simplement dans l'Europe carolingienne à la fin de l'ère carolingienne. Il y avait déjà les liens de vassalité, il y avait déjà des vassaux, etc., etc. Pas forcément héréditaires, mais quand ils deviennent héréditaires, c'est vrai que c'est cette féodalité qui va participer au délitement de l'Empire carolingien. Mais le rêve continue. Le rêve continue et Othon le Grand, bien sûr, reprend le relais et se fait lui aussi couronné par le pape, de même que Charlemagne était couronné par le pape en 800, lui se fait couronner par Jean XII en 962. Et donc, le rêve impérial continue. Là encore, des choses différentes. La féodalité est là, elle est bien là. Donc, je veux dire, toutes les parties constituantes de ce qu'on n'appelle pas encore tout à fait le Saint-Empire romain et germanique, mais que je vais appeler ainsi, même si ce n'est pas son nom tout de suite officiel et ça a pris du temps pour qu'elle l'appelle ainsi, ne l'oubliez pas, les sujets dans ce Saint-Empire n'étaient pas sujets de l'empereur, ils étaient sujets de leur prince, etc. Donc je veux dire, le lien impérial ne peut pas fonctionner comme ça pouvait le faire autour de la Méditerranée du temps de l'Empire romain. Bon. Et pourtant, ça a duré. Ça a même encore duré plus longtemps, puisque, 8 siècles et demi de Saint-Empire romain et germanique, évidemment, c'est tout à fait long. L'autre différence, c'est que l'Empire carolingien ne pouvait pas prétendre à une monarchie universelle, mais il était sur des populations extrêmement diverses, plus ou moins romanisées, plus ou moins germanisées. Là, il y a à la limite plus d'homogénéité dans le Saint-Empire romain et germanique. Il se réclame de Rome, bien sûr, mais c'est un empire vraiment germanique. Alors que rappelez-vous, Rome, ce qui était intéressant dans l'Empire romain, c'était précisément toutes ces identités multiples qui pouvaient converger dans la citoyenneté romaine. C'est-à-dire, on n'a évidemment pas du tout ça, ni dans l'Empire carolingien, ni dans le Saint-Empire romain et germanique. Alors, il y a un moment, et Yves va en parler tout à l'heure, c'est bien sûr l'apogée de ce Saint-Empire romain et germanique, Charles Quint, au XVIe siècle, et là, par toute une série de mariages, etc., il se trouve empereur, il se trouve à la tête de la maison des Habsbourg, qui, eux, ont des territoires directs, sous autorité directe. Il est à la tête de l'Espagne, et qui dit Espagne au XVIe siècle, dit aussi l'Amérique espagnole. Donc, je disais tout à l'heure que l'Empire romain pouvait être comparé à un empire très d'union au monde. Là, évidemment, avec Charles Quint, on peut aussi parler d'un empire-monde du fait de tous ces mariages et de tous ces presque hasards, pas toujours des hasards, etc. Bon. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un effet de mondialisation, on voit tout ce que dit Serge Gruzinski sur le XVIe siècle, XVIIe siècle, à partir de la colonisation en Amérique latine, ça fonctionne effectivement, mais c'est plus l'empire colonial qui donne cet effet de mondialisation plutôt que le Saint-Empire romain et germanique. Et de toute façon, très vite, il n'y a pas cette union des terres entre l'Amérique latine et Vienne et la maison des Habsbourg. Après Charles Quint, ce rêve de monarchie universelle tombe. Et au fond, ce Saint-Empire romain germanique qui dure, même s'il a du mal à trouver du lien fédéral, il va décliner dès le XVIIe siècle, et vous le savez tous, l'importance de la guerre de 30 ans. L'importance de la guerre de 30 ans, puisque au fond, cette monarchie universelle qui, au fond, rêverait d'avoir un contrôle des différents royaumes, ces différents royaumes, ces États devenus modernes, bien sûr, dans cette guerre de 30 ans, prennent parti contre les Habsbourg. Même la France catholique prend parti du côté des États protestants contre les Habsbourg catholiques. Et vous vous rappelez, lorsque Richelieu était un peu assailli par les dévots, les intégristes de l'époque, les Tartuffes, en disant comment la fille aînée de l'Église, qui justement réprime à La Rochelle les protestants, au contraire se met du côté des États protestants dans cette guerre de 30 ans, en 1618, enfin la France rentre en guerre seulement en 1935, la raison d'État. On dirait l'intérêt national aujourd'hui, donc une sorte de laïcisation de la politique extérieure. Et c'est vrai que les traités de Westphalie consacrent un peu ce déclin de l'empire, du Saint-Empire romain et germanique, c'est la victoire des États modernes. Les traités de Westphalie, vous le savez, sur le plan diplomatique et sur le plan juridique, sont extrêmement importants pour consacrer cette importance des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. C'est bien la consécration donc, de ces États modernes aux dépens d'un empire qui va continuer à décliner au XVIIe, XVIIIe siècle et mourir sous les coups d'un autre empire, celui de Napoléon, après Austerlitz. Dans cette bataille des 3 empereurs, l'empereur d'Allemagne est l'un des vaincus et il se fait appeler non plus
empereur d'Allemagne, au mois d'août 1806, quelques mois après Austerlitz, mais empereur d'Autriche. Enfin, il est empereur chez lui, dans ses terres, et non plus ailleurs. Donc voilà, tout empire périra, mais vous voyez, il dure longtemps. Mais je crois que cette fresque, c'était aussi juste pour réfléchir sur les différents types d'empires, leur capacité de créer du lien, j'allais dire fédéral. Justement, la fédération, c'est pas la contrainte, alors que l'empire, c'est la contrainte. Capacité de faire de la mondialisation, c'est pas toujours le cas. Et précisément, on l'a vu avec le Saint-Empire germanique, que s'il y a un petit effet de mondialisation, c'est pas le Saint-Empire germanique lui-même, mais plutôt les empires coloniaux, dont je crois Yves va vous parler maintenant. Mais je crois qu'est-ce qui est prévu? Il y a une petite discussion à chaque fois ou à la fin? Moi, je pars à la fin. Oui. On va essayer d'être court. Vous voulez parler maintenant ou c'est moi? Plutôt moi. Non, moi je parlerai après. Par rapport à la suite. Merci. Je vous remercie. Alors, non, je pensais que c'était vous, logiquement. D'accord. Excusez-nous, c'est encore des petits ajustements. Alors effectivement, comme le disait Robert Frank, je vais vous parler au fond du moment où on a pensé qu'il était possible de créer une monarchie universelle, c'est-à-dire un empire qui recouvrirait le monde entier. Cet empire où le soleil ne se couche pas. C'est d'ailleurs moins Charles Quint, qui avait quand même hérité, comme l'a dit Robert Frank, de 17 couronnes différentes, et qui essayait, parfois par le hasard, parfois par la monnaie, par l'argent, et qui avait donc cette velléité. C'est moins lui d'ailleurs en réalité que Philippe II qui, à la fin du XVIe siècle, obtient avec la couronne portugaise également tout l'empire colonial du monde connu. Et il y a effectivement un moment qui dure une cinquantaine d'années pendant lequel le soleil ne se couche pas sur cet empire. Et qu'est-ce qu'il est cet empire? C'est effectivement une monarchie universelle, une velléité de monarchie universelle catholique. La notion d'empire, longtemps en Europe, va avec la notion de catholicité. Et la notion de catholicité va avec la notion d'empire, d'une certaine façon. Parce que c'est parce qu'on découvre l'Amérique et les autres terres que l'Église chrétienne devient catholique. Et il y a une dialectique entre l'universalité de l'Église et l'universalité de l'Empire. Et c'est bien ça qui est au cœur du projet qui se déploie pendant le XVIe siècle avec les grands empires portugais et espagnols. Ces grands empires, ils vont durer longtemps, bien plus longtemps que nos coupures habituelles, puisque 1648 et le traité de Westphalie n'empêchent pas l'Empire espagnol de continuer, puisque la Révolution française, qui, si elle marque un coup très important, une césure très importante dont on va reparler, et qui va entraîner, en même temps que la Révolution américaine, les indépendances d'une grande partie des empires coloniaux espagnols et portugais, ne va néanmoins pas empêcher ces empires de continuer sous une forme un peu croupion. On oublie souvent que l'Empire espagnol, il va jusqu'en 1900, jusqu'en 1898 précisément, avec la perte de Cuba, de Puerto Rico, des Philippines, etc. Que l'Empire portugais va jusque dans les années 70 du XXe siècle, avec la perte des possessions africaines. Mais, et c'est là l'essentiel, on parle de deux choses très différentes quand on parle de cette monarchie universelle, de ces empires universels du type d'ancien régime, et puis de ce qui les suit. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on est dans l'empire de Philippe II, puis jusqu'aux indépendances, on est en réalité dans un empire dont le dispositif est d'ancien régime. Et holiste, c'est le peuple chrétien, le populus christianus, qui est divisé en États, qui est divisé en corporations, qui aussi
reconnaît les fueros, reconnaît les privilèges des différentes régions. Et il reste beaucoup de choses de ces traditions. L'ambassadeur en Espagne qui vous parle peut vous en parler, puisqu'il y a des grands débats actuellement sur ces fueros des différentes provinces qui étaient vassales en quelque sorte du souverain espagnol, roi en Espagne, empereur dans le monde. Eh bien, cet empire d'Ancien Régime, c'est un empire qui est composé, une monarchie composée, avec des capacités de chacune de ces parties d'avoir un certain nombre de caractéristiques, même si tout est fondé, bien entendu, sur l'inégalité. On est bien d'accord. Et même si ce monde, l'organisation de ce monde, cette vision du monde, elle repose sur une hiérarchie des groupes, des classes, des races, etc., etc. Cet empire-là, cet empire d'Ancien Régime, qui structure en quelque sorte le monde hispanique, il va connaître, c'est la première idée, il va connaître une évolution différente suivant qu'on est en Espagne ou suivant qu'on est au Portugal. Quand on est en Espagne, à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a une situation où il y a une espèce de réaction nobiliaire, c'est-à-dire que les péninsulaires, les gens d'Espagne veulent reprendre le pouvoir, veulent véritablement gérer cet empire dans un cadre d'ailleurs qui devient l'État absolutiste et qui ignore de plus en plus cette vision d'Ancien Régime que je viens d'expliquer. D'où d'ailleurs des réactions qui finiront par l'indépendance. Quand on est dans l'Empire portugais, ça n'est pas la même chose. On laisse beaucoup gouverner les élites locales et quand vont arriver les tumultes de la Révolution, les choses vont se passer très différemment. Les guerres d'indépendance aboutissent à des créations d'États dans le monde hispanique. Il n'y a pas de guerre d'indépendance pour l'Empire portugais et le Brésil naît naturellement, en quelque sorte, de ces révolutions atlantiques sans vrai conflit et même avec une situation étonnante, c'est qu'il y a la possibilité de garder l'empire puisqu'il se déplace lui-même, c'est-à-dire que la monarchie universelle portugaise, au lieu de rester au Portugal, eh bien, prend ses quartiers au Brésil pendant une vingtaine d'années. Et en réalité, il n'y a pas de discontinuité et du coup, l'Empire portugais, qui se défait petit à petit sous le coup de la modernité, en quelque sorte, eh bien, va se maintenir, mais se maintenir comme un empire colonial. Et évidemment, dans cet empire colonial au sens de la colonisation du XIXe siècle, eh bien, les choses finissent mal, parce que ça devient purement et simplement des colonies d'exploitation, une inégalité extrêmement dure, et finalement, cela va finir dans des guerres d'indépendance, mais celle-là, un siècle et demi après, c'est-à-dire il faut attendre les années 60-70 du XXe siècle pour que l'Empire se disloque. Donc, une première idée, c'est les empires type Ancien Régime. Mais avec la Révolution et l'indépendance, nous sommes dans un tout autre concept d'empire, parce que bien entendu, il n'est plus pensable, la modernité est arrivée, l'individualisme, les droits des individus et l'Ancien Régime est balayé. Alors quel sens peut avoir l'Empire qui demeure? Parce qu'il y a encore un empire espagnol, encore un empire portugais. Eh bien, tout simplement, on est dans une autre organisation et qui est littéralement une impasse. Une impasse parce que, par définition, l'Empire qui pouvait tenir dès lors qu'il était catholique, universel, dans une société d'État, d'Ancien Régime, etc., à partir de la Révolution française, nous sommes dans un autre modèle, et cet autre modèle, c'est tout simplement celui des nationalismes et des nations. Et il est évident que nation et nationalisme, ça s'oppose par construction à l'idée même d'empire. Et du coup, ce que construisent la France dans son empire colonial, ce que maintiennent l'Espagne, le Portugal dans leur empire colonial, c'est, sur le plan de la construction, je dirais, étatique, quelque chose qui ne peut pas avoir d'avenir.
qui ne peut pas avoir d'avenir à cause des principes mêmes des États-nations portés par la France comme État-nation qui construit un empire colonial, et à cause tout simplement de l'évolution de cette modernité. Et ce qui s'oppose à l'empire à ce moment-là, c'est la nation, et tôt ou tard, la nation, ça arrive. Ça arrive, et les discours civilisationnistes, c'est une civilisation supérieure qui amène une civilisation inférieure, etc., couvrent cette évolution historique, mais ne changent rien au fond. Et ce qui se passe, c'est que l'État libéral, l'État moderne, repose sur des fondements, en particulier la souveraineté du peuple et la souveraineté de la nation, et bien entendu la volonté de ce peuple à se gouverner par lui-même, qui brise complètement l'idée même d'empire telle qu'elle avait pu naître. Et donc, on a un premier concept, puis un deuxième concept. Quand on regarde l'Amérique latine, je finis là-dessus pour ne pas être trop long, quand on regarde l'Amérique latine, au fond, on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait assez réfléchi à ce qui s'y est passé. Au début du XIXe siècle, les guerres d'indépendance détruisent l'Empire espagnol. Qu'est-ce qu'elles créent, ces guerres d'indépendance? Elles créent des États-nations républicains. Elles créent des États-nations républicains qui, effectivement, disloquent complètement cela. Alors, ces États-nations républicains, c'est pas pour ça qu'ils sont vraiment démocratiques, hein, c'est pas pour ça que... Mais on voit bien que c'est là, sur les 2 derniers siècles, et plus que les 2 derniers siècles, la tendance de fond qui porte l'évolution de ce monde européen ou de sa projection en dehors de l'Europe. Et cette tendance de fond, elle commence très tôt. Elle a commencé tôt avec l'Europe westphalienne des États territoriaux, elle se continue tôt, dès le début du XIXe siècle, avec la destruction de l'Empire espagnol par la construction de ces États-nations républicains en Amérique. Et tant que l'évolution n'est pas terminée, fin du XIXe, fin de l'Empire colonial portugais, fin du XXe, fin de l'Empire colonial espagnol, fin du XXe, fin de l'Empire colonial portugais, fin de l'Empire colonial français, eh bien, tant que ça n'est pas terminé, eh bien, c'est toujours ça qui continue de travailler l'Europe et ses projections. Alors, bien entendu, se pose à ce moment-là, dans la fin du XXe siècle, la deuxième question, mais qu'est-ce que l'Europe unie? Qu'est-ce que les nations dans l'Europe unie peuvent signifier désormais, et qu'est-ce qu'elles peuvent signifier par rapport aux citoyens? Qu'est-ce qu'elles peuvent signifier par rapport à la notion d'empire autour d'elles? Eh bien, à mon tour de remonter dans le temps, mais je vais essayer d'établir un petit lien avec l'intervention de M. Saint-Jour. Joséphine de Beauharnais étant créole, forcément, l'Empire espagnol, et là, dans ce cas-là, c'était l'Empire français, puisque Joséphine était bel et bien française, elle était de la Martinique, eh bien, nous sommes effectivement en lien avec ces empires-là. Alors, je vais plutôt parler de l'Allemagne. C'est un sujet qui n'a pas encore été abordé, mais l'Allemagne, je vais l'aborder à travers, tout d'abord, l'Empire napoléonien, et ensuite, je verrai l'Empire allemand, la création de l'Empire allemand, et je terminerai avec l'Empire hitlérien. Donc, quand les armées de la Révolution française se présentent sur le Rhin, certains Allemands demandent aux Français d'annexer la rive gauche du Rhin. D'autres, comme Kant ou Fichte, saluent avec enthousiasme cette nouvelle ère, car les idées de la Révolution vont se répandre également
dans les territoires que les armées révolutionnaires traversent. Trois puissants empires, le russe, l'empire autrichien et l'empire britannique, vont bien sûr se liguer contre la Révolution française et surtout contre ces idées qu'elle propage et dont ils craignent bien évidemment la contagion. C'est Bonaparte qui va mettre fin momentanément à la guerre sur le continent européen avec 3 traités. Le traité de Lunéville après Marengo en 1801 avec l'empereur François II du Saint-Empire romain et germanique. Un accord également signé en 1801, mais en octobre, avec le tsar, le nouveau tsar Alexandre Ier, et également la paix d'Amiens, signée avec les Britanniques en 1902. À cette date, le député à la commune, Sheridan, déclarait « Regardez maintenant cette carte, on y aperçoit partout la France ». Le premier consul Napoléon Bonaparte, est acclamé dans toute l'Europe à ce moment-là comme restaurateur de la paix. Et il va profiter, et mon collègue et ami Robert Frank vous l'a déjà dit, pour remodeler la carte de l'Allemagne et créer la Confédération du Rhin qui met fin finalement en 1906 au Saint-Empire romain germanique qui avait été fondé par Otto Ier en 864. Je ne reviendrai pas sur ce que Robert Frank a dit, mais ce qui est important, c'est qu'en France, tout comme en Allemagne, écrivains, penseurs trouvent à ce moment-là que Bonaparte est un homme extraordinaire, aussi extraordinaire que César, que Frédéric le Grand et que Charlemagne. Lors de son couronnement comme empereur des Français, j'insiste bien sur le fait que Napoléon Bonaparte sera empereur des Français, Napoléon, qui a initié le patronage de Charlemagne lui-même, choisit des emblèmes, le sceptre, on a dit que c'était le sceptre de Charlemagne, mais c'était faux, et l'aigle, qui est aussi l'aigle romain, mais également un des emblèmes de Charlemagne, comme symbole de son nouvel empire. L'archevêque de Ratisbonne, d'Alberg, invite Napoléon, en avril 1906, à reprendre en ses mains l'Empire d'Occident. Puisse François II d'Autriche être empereur d'Orient pour résister aux Russes, et que l'Empire d'Occident renaisse avec l'empereur Napoléon, tel qu'il était sous Charlemagne, composé de l'Italie, de la France et de l'Allemagne. Cette petite citation d'Alberg est vraiment très révélatrice de la manière dont les Allemands concevaient le partage des tâches. Pour les Autrichiens, la frontière avec l'Empire russe. Pour les Français, l'Empire français qui venait de se constituer, l'Empire d'Occident. Nombreux sont les Allemands qui aspirent à une monarchie universelle européenne sous la souveraineté de Napoléon. Et dans ce contexte, l'idée impériale, référence à la fois institutionnelle et territoriale, est omniprésente en Allemagne, à quelques exceptions, et je citerai bien sûr un exemple que tout le monde connaît, celui de Beethoven, qui avait dédicacé sa 3e symphonie à Bonaparte et qui a déchiré sa dédicace en apprenant qu'il devenait empereur. Il la dédiera plus tard à l'archiduc Charles, le vainqueur de Napoléon Bonaparte, de Napoléon Ier à Aspern en 1809. Le personnage de Napoléon fascine toujours les Allemands, et à tel point que Étienne François et Hagen Schulze en ont fait un des lieux de mémoire dans leur livre sur les mémoires allemandes, qui est le même livre que celui qui a été fait par Nora en France. Le thème de Napoléon a également fait l'objet de thèses côté allemand. Je citerai celle de Barbara Beslik,
je donne la version française, sur le mythe de Napoléon en Allemagne, dans la littérature et les souvenirs. Les premières défaites françaises, bien sûr, et la montée du sentiment national allemand provoquent un changement. Napoléon devient l'ogre qui fait peur aux enfants. Il devient aussi l'antéchrist. Après les guerres de libération marquées par un déchaînement de folie, de fureur contre l'empereur, les sentiments s'apaisent. Et l'exilé de l'île d'Elbe devient véritablement un martyr. Les Allemands saluent l'empereur libéral qui a introduit le code civil, l'égalité devant l'impôt et qui a supprimé toutes les corvées. On a véritablement un culte qui surgit, qui est un peu comparable à celui qu'il y avait en l'honneur de Frédéric Barberousse, qui était enterré dans une grotte et qui devait ressurgir un jour pour prendre en main l'Empire d'Occident. À ce moment-là, je vous signale que Napoléon n'était qu'à l'île d'Elbe quand ce mythe surgit, bien sûr, et il reviendra, il en sortira. Au XIXe siècle, Napoléon est aussi, pour les libéraux du Fort Merz, l'empereur du peuple, et ceci, il l'est sous l'influence du mémorial de Las Casas, qui est lu un peu partout en Allemagne. Il est véritablement un génie autocréé, l'empereur du peuple, et le symbole de cette grandeur à laquelle on oppose bien sûr la médiocrité du présent que l'on vit à ce moment-là en Allemagne. Napoléon, au moment de la répression de la Révolution de 1848, est également une figure, devient en Allemagne aussi une figure d'identification nationale. Et ce ne sera bien sûr pas le cas de son neveu, Louis-Napoléon, qui n'est pas plus apprécié en Allemagne qu'il ne l'était en France. Il est rejeté, méprisé, d'autant plus qu'on voit en lui un homme qui va briser l'ordre établi par le Congrès de Vienne. Mais après les victoires remportées sur l'Autriche, je pense à Sadowa, et sur la France, les grandes défaites françaises de Sedan par exemple, Bismarck devient l'artisan de la réunification allemande. Et il est en fait le fondateur de ce qu'on appelle le Kaiserreich, dont l'empereur sera Guillaume Ier, Wilhelm I. Je pense que vous ne ferez pas la même erreur que mes étudiants qui, souvent, à force de leur parler de l'Allemagne bismarckienne, croyaient que Bismarck était l'empereur et pas Guillaume. Mais effectivement, c'est Bismarck qui tient véritablement les règnes du pouvoir. Et Guillaume, vous le savez, est couronné empereur le 18 janvier, excusez-moi, 1871, le jour anniversaire du couronnement de Königsberg du premier roi de Prusse. Et cet empire sera un empire constitutionnel et qui reconnaît au roi de Prusse, qui est président de la Confédération, le titre héréditaire d'empereur. Donc, il est un empereur d'un immense territoire, donc empire territorial, mais la force politique, il ne l'a pas forcément. L'unité nationale vient d'en haut, certes, mais la souveraineté est exercée dans tous les 22 États et 3 villes libres de l'Empire, qui se sont unis pour former donc une sorte d'État fédéral où la Prusse est certes prépondérante, mais dans chaque État, il y a une certaine, je dirais même que le mot certaine est superfétatoire, il y a une autonomie évidente. D'ailleurs, Bismarck cherchera quand même à renforcer le pouvoir fédéral sans toutefois y réussir. C'est sur un autre plan que cet empire va être important, car cet empire va dominer le continent et il va le dominer de façon politique par un jeu d'alliances. Il domine le continent, mais il cherche aussi, et c'est bien malgré Bismarck cette fois-ci, il cherche aussi à s'étendre hors du continent européen. Nous sommes en période de colonisation, l'Allemagne n'a aucune terre outre-mer et elle cherche
les hommes d'affaires, les ligues coloniales qui existent alors qu'il n'y a pas de colonie, les hommes politiques, les géographes, etc., veulent qu'il y ait aussi une place au soleil pour l'Allemagne. Ils veulent qu'elle se partage également, quelle est sa part du monde. Et Bismarck, qui est hostile à la colonisation, va quand même accepter cette colonisation. Et dès avril 1884, l'Allemagne se dote d'un premier État, une première colonie, c'est l'Afrique du Sud-Ouest. Par la suite, à la fin quand Bismarck quitte sa chancellerie, en 1890, l'Allemagne est dotée d'un empire qui a une superficie 5 fois aussi grande que le territoire allemand, aux alentours de 2 600 000 km², mais très peu peuplé, près de 12,3 millions d'habitants. Bismarck, durant cette période de colonisation, a joué aussi un rôle important. Je citerai le fameux congrès de Berlin de 1884-85 sur le bassin du Congo, où il joue un rôle d'arbitre face aux autres puissances européennes, grandes puissances coloniales importantes. À cette date, je vous l'ai dit, on parle d'Europe bismarckienne comme on a parlé de l'Europe napoléonienne. Et indéniablement, grâce à Bismarck, l'Empire allemand a renforcé sa puissance. Elle n'est plus seulement territoriale, elle est aussi politique. Guillaume II, qui succède à son père en 1888, voudrait exercer seul le pouvoir. Or, le vieux chancelier est toujours là, il n'y a qu'une solution, l'évincer, c'est ce qu'il fait en 1890 pour enfin exercer le pouvoir. Guillaume II a divisé. Il veut affirmer la supériorité de son pays, qui connaît un essor économique et démographique important, et surtout en faire une grande puissance, c'est ce qu'on appelle la Weltpolitik, la politique mondiale de Guillaume II. Et cette Weltpolitik, il va essayer de la manifester sur tous les continents. En Afrique du Sud, où il se heurte aux Britanniques, notamment aussi en Afrique centrale, où il se heurte aux Britanniques avec son projet de Middle Africa. Il envisage également une petite action en Chine, où il réussit à conquérir un comptoir. Vers la Turquie également, la Deutsche Bahn, qui est très importante en Turquie. Mais sur le plan continental, Guillaume II est très maladroit. Il est très ambitieux, mais il est très maladroit et il réussit à se mettre à dos les Britanniques et les Russes. C'est-à-dire qu'il fait tomber les alliances que Bismarck avait élaborées. D'ailleurs, les Britanniques et les Russes se rapprochent de la France. Il n'est pas nécessaire de vous le rappeler. Alors, donc, poussé par les pan-germanistes aussi, Guillaume II envisage de développer les intérêts allemands outre-mer. Il fait un célèbre voyage à Jérusalem en 1898 et surtout, il se lance dans l'aventure marocaine. Alors, je n'insisterai pas là-dessus, je n'en ai point le temps. 1905, 1911, deux grosses crises qui ont failli d'ailleurs déclencher la guerre. Et ces crises sont importantes, et finalement moins importantes que celle de 1914, où l'Allemagne a un rôle important à jouer, mais elle n'est pas la seule. Et à l'issue du conflit de la Première Guerre mondiale, 4 empires disparaissent. L'Allemagne a perdu tous les attributs qui faisaient d'elle un empire. Elle a perdu d'abord l'empereur qui fuit avec la proclamation de la République, qui fuit après la Révolution aux Pays-Bas. Elle a perdu aussi, avec le traité de Versailles, elle a perdu toutes ses colonies qui sont confiées en mandat, notamment à la France et au Royaume-Uni, mais pas uniquement à ces deux pays, je ne rentre pas dans les détails, et elle doit juger
son empereur, ce qu'elle se refuse à faire. Devenue république en 1918, l'Allemagne reste un Reich. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Elle reste un Reich, c'est assez surprenant. La Constitution stipule que le Reich allemand est une république. Das Deutsche Reich ist eine Republik. Les deux termes semblent antinomiques, mais en fait, ce terme correspond au terme imperium et désigne le pouvoir suprême de commandement et le territoire sur lequel il s'étend. Ce n'est pas un régime en particulier dans ce cas-là. Alors, Hitler, quand il arrive au pouvoir, décide d'utiliser aussi le terme Reich, mais il dira Drittes Reich, le Troisième Reich, pour qualifier son nouveau régime, rejetant ainsi la République de Weimar, considérant que le premier empire, c'est le Saint-Empire, le deuxième, c'est le Kaiserreich, dont je viens de vous parler, et le troisième, c'est le sien. C'est donc une continuité avec les deux premiers. L'expression qui est aussi utilisée de Reich de Milan est aussi d'origine médiévale et même biblique, car son régime est censé durer plus longtemps que le Premier Reich et rappeler aussi un peu l'empire de Charlemagne. Dans Mein Kampf, Hitler avait annoncé son programme. Il voulait créer un empire sur le continent européen. Sur le continent européen se trouvait son Lebensraum. Il n'était pas question pour lui d'avoir deux fers au feu et de chercher à la fois une expansion continentale européenne et une expansion outre-mer. Pour lui, tout devait se faire sur le continent européen. En 1942, l'Europe est allemande. Hitler a conquis un empire gigantesque qui s'étend de la Manche au Caucase, de la Norvège au nord de l'Afrique. C'est un petit peu simplifié que de dire que c'est au nord de l'Afrique, c'est surtout en Libye, puisque l'Africa Corps se trouve à ce moment-là. Cet empire peut se diviser en trois sous-ensembles. Une première sphère qui est constituée par les États alliés et satellites, une seconde par les pays occupés qui sont dits germaniques, comme le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, et dont les populations sont censées être parentes des Allemands et qui peuvent donc être assimilées aux Allemands. Il suffit juste de réveiller chez eux le sentiment de cette appartenance culturelle et raciale avec le peuple germanique. Et la troisième sphère, qui est composée des pays slaves de l'Est, c'est-à-dire la Pologne et l'Union soviétique, qui est peuplée, selon Hitler, de sous-hommes. Et là, sauf pour les quelques Volksdeutsche qui se trouvent en Pologne, les Allemands ne veulent pas d'assimilation. Ces pays qui sont placés sous la domination du Troisième Reich, et même les pays alliés, vont être exploités et pressurés aux seules fins de soutenir à la fois l'effort de guerre allemand et de ravitailler le Grand Reich. Or, à la différence de l'Empire romain ou de l'Empire napoléonien, l'Empire romain amenait une administration, amenait une civilisation, amenait aussi la fameuse Pax Romana, l'Empire napoléonien véhiculait tous les acquis de la Révolution, eh bien, le Reich allemand n'apporte rien de positif au peuple qu'il domine. De surcroît, aucune administration n'a été prévue pour gérer efficacement cet empire. Un empire ne peut pas survivre s'il n'est pas géré. Sauf quelque chose qui avait été préparé pour l'empire colonial. En effet, il y avait un fort lobby colonial en Allemagne et à cette fin, un ministère des colonies avait été créé. Or, l'Allemagne n'avait pas de colonies, donc c'était un ministère des colonies sans colonies, avec un ministre des colonies sans colonies, qui s'appelait Xavier Ritter von Epp. Ce ministère des colonies sans colonies aura une organisation avec un réseau de fonctionnaires importants. Il préparera les soldats qui doivent aller
conquérir, enfin qui doivent s'installer dans les colonies. Il prépare également les administrateurs, les agronomes, etc. Et très vite, ce ministère des colonies sans colonies va disparaître. Les fonctionnaires vont tous partir, vont tous être expédiés au front Est. Donc, vous voyez que rien n'avait été fait pour gérer cet empire hitlérien. Cette domination marque donc le retour en force du principe impérial, comme le fit l'épisode napoléonien et comme le fera peut-être, dans une certaine mesure, le stalinisme. Mais à la différence des deux autres tentatives, elle impose une rupture profonde, et la rupture même la plus profonde jamais accomplie avec la civilisation européenne. Il s'agit là de remodeler entièrement l'Europe, de remplacer les peuples qui s'y trouvent par une race sélectionnée, la race aryenne. Saint-Empire est, comme le note Philippe Burin, sans frontières définies et stables. L'Europe n'était qu'une base de départ et la race dominante pouvait s'étendre au-delà. Dans ce contexte, l'Europe nazie peut être perçue comme le contre-modèle parfait de l'Union européenne, la domination totale d'une race au lieu d'une association libre d'États-nations et de citoyens. On peut dire que l'empire nazi était véritablement une anti-Europe. Je vous remercie. Merci. Donc, voilà, la première partie est achevée et maintenant nous allons parler de l'actualité, de ce qui suit 1945. Robert Frank et Chantal Metzger vous ont montré qu'en Europe, en réalité, l'idée d'empire ne peut pas s'installer et toutes les tentatives d'en constituer ont échoué. L'État royal, puis l'idée de nation apparaissent comme des formes politiques finalement beaucoup plus fondamentales. Il a d'ailleurs souvent fallu des éléments traumatisants pour en finir avec ces États royaux, et puis ils continuent dans nos têtes et au-dessus de nos têtes. Et au fond, l'Europe qui se crée ensuite, c'est la rencontre de cet espace européen avec un projet démocratique et avec d'autres principes. Alors, cette Union européenne d'aujourd'hui, tous les citoyens voient bien que c'est pas une Europe de la puissance. C'est bien clair. On n'a parlé que de puissance en parlant d'empire. Et elle a eu beaucoup de soucis. Et quand elle a des problèmes internes, des guerres civiles même, comme dans les Balkans, elle montre qu'elle a des difficultés à les gérer et elle ne les gère certainement pas à partir d'un concept impérial. Et il y a, peut-être avec l'exception de la France, un désengagement militaire global. Il n'y a pas pour l'instant d'Europe puissance. Et cela, évidemment, dans l'esprit des gens, est l'opposé, en quelque sorte, d'une volonté impériale. Et qu'est-ce que c'est qu'une volonté impériale ? Eh bien, la plupart du temps, là je parle à la place des gens qui ne sont pas venus et qui m'ont téléphoné pour me donner un peu la substance de ce qu'ils voulaient dire. C'est au fond la virilité guerrière. La virilité guerrière et l'action militaire. Et dans ce cadre-là, on a le sentiment aujourd'hui, alors que l'Europe c'est plutôt une Europe des normes, une Europe d'une autre façon de vivre ensemble, d'aller vers les autres, et ça n'est pas forcément négatif, bien au contraire, et un projet démocratique, eh bien on a le sentiment qu'au fond il y a 3 grands pays qui peuvent continuer d'être considérés comme des pays portant ce type de volonté. Les États-Unis, dont évidemment la force militaire est sans commune mesure avec toutes les autres, il suffit de regarder les budgets, leur capacité de projection dans le monde entier, leur supériorité technique, etc., mais dont on peut se demander s'ils sont vraiment motivés encore dans le monde d'aujourd'hui pour exercer cette suprématie. La Russie et la Chine. Alors, pour parler dans cette deuxième partie, je vais passer la parole successivement à Robert Frank, qui a encore quelques mots à nous dire, bien évidemment à Hélène Carrère d'Encausse tout de suite après, pour qu'elle nous parle de la Russie et de sa position d'aujourd'hui par rapport à cette idée impériale, et finalement à Hugues Tertrais, qui nous parlera de la Chine.
Cher Robert, quelques... Oui, désolé, je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin parce que pour des raisons d'organisation, au moment où ça se termine ici à 11 heures, je dois être ailleurs. Voilà. Donc il me faut partir quelques minutes avant. Non, je voulais seulement pour la future discussion à laquelle je risque de ne pas participer, juste mettre quelques petits jalons. Deux d'entre eux, peut-être réfléchir effectivement sur ces notions d'empire et les différents types d'empires. Au fond, il y a des empires sans empereur. On a vu le début de l'Empire romain était sans empereur, puis il y a eu l'empereur. Peut-être y a-t-il des empereurs sans empire. Effectivement, quand on y réfléchit, Guillaume Ier et Guillaume II, il y a peut-être une différence. Il y a l'Empire allemand. C'est vrai qu'il est un empire non seulement sur le plan du régime impérial, mais aussi territorial, puisqu'il y a des terres non allemandes dans cet empire allemand. Mais c'est pas la taille, ça n'a pas la taille de la Russie, qui est un véritable empire territorial en plus, à l'époque, ou même de l'empire autrichien ou d'Autriche-Hongrie, et pas aussi multinational, etc. etc. Voilà, première réflexion. Et deuxième réflexion, mais je crois que Yves l'a dit, au fond, est-ce que, et là on répond davantage à la question, l'idée impériale est-elle morte aujourd'hui en Europe? L'idée, peut-être pas, mais c'est seulement peut-être de la nostalgie ou des rêves. Mais si on voit toute l'évolution depuis le XVIIe siècle, l'Europe a évolué contre l'idée impériale. Au XVIIe siècle, les États l'ont emporté sur l'Empire, et l'Empire, Saint-Empire, décline ensuite. Yves l'a dit, avec la Révolution française, c'est plus seulement les États, c'est la nation, les nations. Et là, ça devient mondial, puisque cette idée de nation traverse l'Atlantique. Et je ne parle même pas de l'Amérique du Nord, puisque la Révolution américaine a précédé la Révolution française, mais les révolutions en Amérique latine. Et là, évidemment, il y a incompatibilité entre nation et empire. Et il ne faut pas parler de la construction européenne à proprement dite, qui est aussi anti-impériale. Et là, je boucle la boucle avec Charlemagne. C'est un mythe de dire que Charlemagne est le père de l'Europe. Pater Europæ, on le trouve une fois seulement. Il est Rex Francorum, Imperator, une seule fois, une seule occurrence de Pater Europæ. Mais il est évident que nos pères de l'Europe n'ont pas fait l'Europe dans le même sens. Ils n'ont pas massacré les Saxons pour faire l'Empire, à la différence de Charlemagne. Alors je sais bien, le mythe, ça nous fait plaisir, ça continue. Il y a un prix Charlemagne depuis 1949. Ça, c'est le Conseil de l'Europe qui est à l'origine de ça, qui est décerné chaque année. Et tant mieux, continuons. Mais sachons quand même que c'est un mythe que l'Europe de Charlemagne et notre Europe aujourd'hui, non seulement ne sont pas les mêmes, mais il y a une incompatibilité structurelle. Merci. Excusez-moi si je dois partir plus tôt. Alors je me permets maintenant de passer la parole à Hélène Carrère d'Ancos, parce que je crois qu'il suffit d'ouvrir les journaux tous les jours, et chacun d'entre vous se pose des questions quand même. Cet empire russe. Bon, alors, attention. On ne plonge pas dans l'actualité parce que pour la comprendre, il faut justement comprendre ce qu'a été l'Empire. Je crois que c'est cela. Si on ne comprend pas le passé, on est uniquement dans les stéréotypes. Poutine, c'est Hitler, il veut conquérir le monde, etc. Et il menace tout le monde. Bon, l'Empire russe est probablement le plus original de tous les empires que l'histoire a connus. D'abord, c'est un empire qui a duré extrêmement longtemps. Il a duré il s'est constitué au milieu du XVIe siècle, il apparaît là, il dure jusqu'à il y a 25 ans. Il a donc une durée extraordinaire alors que les empires se sont décomposés, qu'il s'est lui-même décomposé une fois, qu'il s'est reconstitué au cri du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui est tout de même d'une originalité extraordinaire. Et c'est un empire, j'ai beaucoup réfléchi sur les catégories qu'avait faites Jean-Baptiste Durosel, sur les diverses catégories d'empire et les diverses catégories de fin d'empire. Elles sont extrêmement utiles. Bon, il y a l'empire fondé par le conquérant, il y a un projet impérial, il y a l'empire par expansion. L'empire russe ne rentre absolument pas là-dedans. D'abord, il n'y a pas de conquérant, premièrement. C'est un empire qui s'est constitué, je dirais, par étapes, mais surtout par projets totalement différents, ou par rationalités tout à fait différentes. Premier moment de l'Empire, ce qui s'appelait la Petite Russie, la Moscovie et la Russie avaient disparu, précisément conquises par un grand empire, l'Empire mongol,
et qui fait disparaître la Russie de l'histoire pratiquement pendant 2 siècles et demi. Et c'est la volonté de renaissance des Russes, la volonté de renaissance des princes russes, qui conduit tout simplement à reconquérir des princes et de l'Église, car c'est Saint Serge de Radonège qui est vraiment le symbole des princes qui étaient plus ou moins soumis à la règle tatare, et l'Église orthodoxe qui a été l'élément de renaissance de ce petit État de Moscovie. Bon, volonté de renaissance qui aboutit, et au milieu du XVIe siècle, nous avons la prise de Kazan, Ivan le Terrible, et c'est véritablement le début d'une logique impériale, qui est une logique de renaissance, et de ce que l'on reproche toujours à la Russie, le complexe de l'encerclement. Mais en effet, il s'agit de rompre l'encerclement des Tatars, et donc d'instaurer une règle qui est la règle des princes russes, la règle d'Ivan le Terrible. C'est la conquête de Kazan, des bords de la Volga, de ces régions musulmanes sur lesquelles la Russie va régner. Bon, c'est une première étape. De la même façon, la reconquête va porter, ou plutôt la volonté d'écarter la menace extérieure au nord et à l'est, ça sera l'œuvre de Pierre le Grand pour rompre, je dirais, la menace que fait peser la puissante Suède sur la Russie, et la puissante Suède, et après tout l'empire polono-lituanien. Là, c'est le début de l'empire, la constitution de ce début d'empire, c'est véritablement tout simplement la renaissance d'un État russe et la volonté de lui donner des frontières sûres. Un autre mode de constitution de cet empire ailleurs, et qui tient au fait que l'État russe devient crédible, que sous Pierre le Grand, cet État a une forme déjà assez solide, des petits États menacés dans leur intégrité, ou des groupes humains menacés dans leur intégrité, pensent que cet empire peut les protéger et leur rendre, en tant que protecteurs, une vie nationale. C'est le cas, et là nous entrons dans l'actualité de l'Ukraine. Les atamans ukrainiens qui ont vécu sous la domination de l'empire polono-lituanien, à bout d'exaspération, se tournent vers le second Romanov, un souverain, le père de Pierre le Grand, Alexis, un souverain extrêmement sage, et viennent lui demander la protection de la Russie, la renaissance de leur vie nationale sous autorité russe. 3 fois, le tsar Alexis a refusé de prendre les Ukrainiens sous sa protection. C'est très important pour l'époque actuelle, parce que, si vous voulez, c'est au fond des consciences, cette affaire. À la 3e fois, il a fini par accepter. C'est l'accord de Péréaslav, vraiment, c'est le début de la vie commune de peuples qui étaient absolument inséparables, dont l'histoire ne peut pas être étudiée séparément. Bon, et c'est le début de l'Ukraine à l'intérieur de l'Empire russe. Le même phénomène va se reproduire plus tard dans des conditions sous Catherine II au Caucase, avec les Géorgiens, le royaume de Géorgie qui a tout connu, la domination de l'Empire perse, la domination ottomane, se tourne aussi vers l'Empire russe pour solliciter sa protection. Et c'est une sorte de protectorat qui est instauré, que Paul Ier transformera en annexion, mais l'Empire s'étend sous ce statut de protecteur, ce qui n'est pas du tout le statut d'autodéfense que l'on trouvait dans la première phase. Il va s'étendre dans ses plus remarquables possessions. Tout ça n'est pas un projet impérial et ce n'est pas une chevauchée du conquérant jusque-là. Il va s'étendre dans des conditions, je dirais, qui n'ont plus rien à voir avec l'autorité du pouvoir, dans ce qui est la plus belle partie de l'Empire, la Sibérie. Là, la conquête de la Sibérie, elle n'est absolument pas l'œuvre de l'État russe qui a grandi, qui s'est instauré, qui a des frontières déjà sûres. Elle est l'œuvre tout simplement des marchands, de ceux qui qui ont compris qu'il y a là un paradis des fourrures, de pierres semi-précieuses, et qui avancent sans demander au départ même la protection de l'État. Et puis l'État, voyant ces marchands qui s'installent, qui commercent, commence à installer des forts pour les protéger.
Mais je dirais que la conquête de la Sibérie a été d'abord une conquête pacifique par une invention véritablement de ceux qui entendaient découvrir ces terres et en tirer profit, et qui ont considéré que bon, l'État intervenait, mais n'intervenait que très faiblement. Alors, va se constituer un empire, Robert Frank l'a dit, un empire territorial, c'est une particularité aussi. Et cet empire territorial, il a rêvé d'aller plus loin. Il a rêvé, là nous revenons à Byzance, parce que le mythe de Byzance est toujours là, et il a évidemment rêvé de reconstituer l'Empire d'Orient. Pierre le Grand, Catherine II vont à la conquête de Constantinople. Ils n'y réussiront pas. Bon, Catherine II réussira à conquérir, elle aura la Crimée, elle aura la porte ouverte. Un de ses petits-fils se nommera Constantin, précisément en fonction de ce grand projet de renaissance de l'Empire byzantin, mais néanmoins, l'Empire ottoman ne passera pas sous l'autorité russe. La Russie se fera protecteur des chrétiens d'Orient, elle affirmera son rôle de grand État qui prend la succession de Byzance, qui est le successeur de l'Empire d'Orient, mais la conquête hors de cet espace qui s'appelle l'Empire de Russie. Alors, c'est une question sémantique. Pour les Russes, ça s'appelle l'Empire de Russie et pas l'Empire russe. C'est bien, je dirais, l'indication de cette vision territoriale de l'Empire et qui n'arrive pas à se dépasser. Bon, cet empire, il est solide. Il n'y a que, je dirais, à la fin du XIXe siècle, sous l'influence d'une armée puissante, qu'un véritable projet de conquête commence à se développer. C'est la conquête, c'est l'expansion en Asie centrale, c'est une extension extrêmement importante. L'idée de voir jusqu'où on peut aller face à l'Empire britannique, c'est le seul moment où il y a un véritable projet impérial. Bon, ça a produit des résultats. L'espace de l'Empire de Russie se consolide, mais il n'est jamais au-delà. Alors, ce qui est remarquable, c'est que c'est, je dirais, l'Empire. Je reviens à Durosel. Durosel a étudié les conditions de la fin des empires. Une fois encore, la Russie ne rentre dans aucune des catégories qu'il a définies. Les empires existent encore, ils vont exister jusqu'après la Seconde Guerre mondiale pour l'essentiel, les grands empires maritimes, les grands empires européens. L'Empire russe se décompose sous une des catégories que Durosel a très bien indiquées, les mouvements nationaux, mais les mouvements nationaux qui accompagnent la Première Guerre mondiale et surtout, je dirais, la prédication de Lénine, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'il conçoit non pas comme un outil d'émancipation des peuples, mais comme un outil d'accélération de son projet révolutionnaire et pas autre chose. Bon, le résultat, c'est vrai que cet empire qui avait l'air solide se trouve en ébullition, en même temps mais parce qu'il y a une décomposition intérieure du pouvoir et les défaites militaires, tout ça se conjugue, et ça aboutit à l'explosion de l'empire. En 1917, il n'y a plus d'empire. Le remarquable, c'est qu'il va se reconstituer. Il va être reconstitué par le même Lénine, et reconstitué. Et c'est là ce qui lui donne aussi son caractère tout à fait exceptionnel, à partir de la théorie du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est plus un empire qui est un empire de type traditionnel, avec un centre, au fond, une espèce d'incorporation dans l'État, avec, je dirais, une unification des peuples, encore que la variété des peuples sur un même sol, et de peuples sur un même sol où, je voudrais le souligner, ils ont toujours eu conscience qu'ils étaient chez eux, ce qui donne une grande différence avec les autres. Dans les autres empires, ils étaient chez eux, mais le conquérant était chez eux. Là, c'est la vie commune. Le projet soviétique, et il faut tout de même en être conscient, le projet soviétique a été de reconstituer l'empire sur le mythe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de leur libre adhésion à une idéologie, au projet révolutionnaire. Et pour que ce mythe soit vivant, il a fallu, je dirais, donner une apparence de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire il y a eu par la volonté du pouvoir soviétique un développement des tendances nationales,
ce sont des États nationaux qui sont incorporés à l'Union soviétique. Ce ne sont plus des morceaux d'empire, ce ne sont plus des territoires, ce sont des républiques. Les peuples sont incorporés dans une forme étatique nationale, avec théoriquement et d'une certaine façon vraiment le droit de se développer en tant que nation à l'intérieur de ce système internationaliste. Il y a cette ambiguïté extraordinaire de l'international et du national, et ça n'est pas tout à fait mythique. Qui a connu l'Union soviétique le sait très bien qu'en définitive, donner à des peuples leur langue, le droit d'étudier dans leur langue, leur donner un gouvernement, même si ce gouvernement n'a aucune autorité, leur donner le droit de sortir par leur propre volonté, en y ajoutant le mythe qu'ils ont adhéré au système par leur propre volonté, c'est très ambigu, parce que la conscience nationale se développe tout de même. On n'a jamais... L'exemple le plus remarquable des effets de cette ambiguïté, c'est la Biélorussie. La Biélorussie est une invention du pouvoir soviétique. Bon, mais la Biélorussie existe, incontestablement. Donc je veux dire que ce projet tout à fait étonnant, tout à fait contradictoire, a abouti en 75 ans du système soviétique et à maintenir, à épanouir les sentiments nationaux dans ce projet internationaliste à base nationale et à développer des sentiments nationaux là où ils n'existaient pas, à créer des nations véritablement. Ce que l'on voit maintenant, c'est d'une évidence absolue. Et ce qu'on voit en Ukraine, je dirais que quand on dit l'Ukraine, est-ce qu'elle existe? Oui, elle existe. Il y a une nation ukrainienne qui est faite de morceaux dont l'histoire était totalement différente, dont l'expérience, je dirais, nationale était différente. L'Ukraine occidentale a eu dans l'Empire austro-hongrois une vie nationale, une vie culturelle. L'Ukraine russe, dans l'Empire russe, n'avait pas de vie nationale. Et elle n'avait surtout pas de culture nationale, pas de langue. Et malgré tout, ça s'est réuni à partir de 1945, tragiquement d'ailleurs, mais ça entraîne l'existence d'une nation ukrainienne cohérente avec le sentiment qu'elle a son destin propre. Et c'est la grande difficulté aujourd'hui que la Russie rencontre. Et cet État soviétique, cet empire, ce n'est plus l'empire de Russie. L'empire de Russie était tout de même, l'élément commun, c'était l'espace russe. L'État soviétique, l'empire soviétique, l'élément commun, c'est le système soviétique, c'est-à-dire l'idéologie. C'est tout à fait différent. Ça s'effondre. Et ça s'effondre, je dirais, quand on regarde les catégories du Rosel, ça s'effondre par désagrégation interne du système, mais aussi, je dirais, sous la force des sentiments nationaux. Quand on regarde la fin de l'Union soviétique, il n'y a pas de problème. Les sentiments nationaux explosent partout. La Géorgie est à feu et à sang. Entre les Azéris et les Arméniens, on s'égorge. Et partout, les peuples proclament, alors que personne ne leur propose ça et que personne ne les encourage, proclament d'abord leur souveraineté et puis ensuite leur indépendance. Donc il y a quelque chose, c'est véritablement sur la base des sentiments nationaux que le pouvoir soviétique a laissé s'épanouir pour les étouffer. Mais enfin, c'est le résultat historique. C'est là que cet empire ne ressemble à rien, parce que c'est l'œuvre de l'État aussi. Bon, cet empire a disparu, mais il a disparu d'un seul coup. Je veux dire, il y a eu une volonté de le faire disparaître, mais ce qui a fait sa faiblesse, ce qui a fait son effondrement, c'est aussi, je dirais, d'abord la réapparition d'un vieux rêve impérial, la fragilité de l'Union soviétique à la fin de son existence. Elle tient à des facteurs intérieurs, mais aussi à ce rêve impérial que ni Pierre le Grand, ni Catherine II n'ont jamais réalisé, c'est-à-dire étendre l'Empire soviétique, étendre l'Empire. Alors, on l'avait étendu en 1945 en imposant la règle soviétique aux États de l'Est européen, mais en gardant des États nationaux, ce qui n'est plus tout à fait un empire, c'est un empire sans lettres. Mais il y a un rêve véritablement impérial qui se développe, alors non plus d'un empire territorial, mais d'un véritable empire extérieur qui se développe à la fin du régime soviétique sous Brejnev, avec la tentative d'instaurer des États satellites au Moyen-Orient, Syrie, Égypte, Libye,
une tentative, la Somalie, le rêve tout d'un coup ressurgit tout de même d'être un empire dans la seconde moitié du XXe siècle, semblable à ceux qu'on a eus au XIXe siècle qu'avaient les États européens. Et l'aboutissement a été l'Afghanistan, dans lequel l'État soviétique s'est pratiquement englouti d'une façon effroyable. Bon, l'Empire a disparu, mais en disparaissant, reste la question des rapports avec les éléments de l'Empire, pas avec les éléments du Second Empire, de l'Empire de 1945, mais l'idée d'empire, elle est tout de même... La Russie, entre le XVIe siècle et le début du XXe, la Révolution russe, était un empire. Et ensuite, il n'y avait pas de Russie, il y avait cet empire soviétique. Je veux dire qu'il n'y avait pas d'État-nation russe, il n'y avait pas de métropole russe. Il y a toujours eu un empire. Apparaît en 1992 un État qui s'appelle la Russie, je dirais, qui cherche coupé de ses racines, Kiev, les racines historiques, les conquêtes de Pierre le Grand, celles de Catherine, tout ça a disparu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet État russe, cet État-nation russe, qui est d'ailleurs composé de peuples presque aussi divers que l'était l'Empire de Russie? Quelle est l'identité de la Russie quand elle n'est plus une identité impériale et territoriale considérable? C'est le drame de ce pays. Et incontestablement, le drame véritable, le plus profond, c'est ce qui a d'ailleurs été, ce qui est à l'origine des problèmes aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et nous, c'est les rapports avec le monde slave, c'est-à-dire ce qui restait de cet empire, l'unité des peuples slaves. À l'heure de la désagrégation, et je voudrais terminer là-dessus, au moment même où Boris Eltsine signe à Belovège, dans cette espèce de datcha de Biélorussie où il avait été convié par le président biélorusse, où il signe l'acte de décomposition de l'Union soviétique, l'acte qui annule l'existence de l'Union soviétique, Boris Eltsine n'avait qu'une seule préoccupation: comment sauver les rapports avec l'Ukraine? Comment faire pour que, non pas garder l'Ukraine dans les bras de la Russie, mais garder des liens privilégiés, particuliers avec l'Ukraine, quelque chose qui maintienne cette solidarité que l'histoire avait forgée. Et c'est à cela qu'il a sacrifié la Crimée. Car quand la question de Crimée s'est posée au cours de la discussion, le président ukrainien a dit: si vous ouvrez la bouche sur ce sujet, je m'en vais. Eh bien, Boris Eltsine s'est tu, alors que la Crimée n'avait rien à voir dans l'Ukraine, où elle avait été transférée par une invention de Nikita Khrouchtchev, ce qui était absolument sans conséquence. Et de surcroît, Sébastopol, qui est mythique pour la Russie, et stratégiquement important. Sébastopol n'était pas, après cette donation, dans l'espace russe. Et Boris Eltsine, pourquoi a-t-il accepté de fermer les yeux? Parce qu'il a dit: ce qui compte, c'est tout de même, c'est les rapports russo-ukrainiens. Bon, nous sommes dans la situation actuelle, j'arrête là, mais ce que je voudrais dire en concluant, c'est que, évidemment, la Russie est toujours là. Le destin de la Russie n'est pas encore déterminé, parce que la question de l'identité russe, c'est une identité post-impériale, mais qu'est-ce que c'est une identité post-impériale lorsque cet empire lui-même n'était pas si clairement déterminé? Merci. Beaucoup, bravo. Monsieur, alors, nous allons finir avec la Chine.